déjà, mais donc Imen Bounou, juste à ma gauche. Bonjour. Donc, qui est fondatrice de la page Grimpe, qui est connue de tout le monde, j'imagine. Et Margot Aldebert et Judith Baudrias. Qui sont membres de la FEB. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation et de contribuer à cette discussion qui tourne autour de l'éducation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on peut commencer par juste laisser nos intervenantes se présenter, si ça vous va, et en savoir du coup un peu plus sur vous et sur votre projet. Donc Margot et Judith, donc nous on vient en effet d'une association qui s'appelle la FEB, enfin, je suis pas hyper habituée, donc c'est l'association de la Fondation Étudiance pour la Ville. Donc on est une association qui existe depuis 30 ans aujourd'hui, c'est pas une nouvelle association, et c'est une association qui est nationale. Donc on a une 50aine de pôles qui sont répartis sur l'ensemble de la France. Et notre association, en fait, elle avance sur deux pieds. Le premier pied qui est faciliter l'engagement des étudiants, des jeunes et particulièrement des étudiants. C'est une association qui s'est créée à un moment où le syndicalisme étudiant périclitait un peu et où on a cherché à proposer de nouveaux types d'engagement aux étudiants. Et notre deuxième pied à la FEB, c'est la lutte contre les inégalités éducatives. Et donc, on propose aux étudiants d'intervenir dans les quartiers politiques de la ville. Ceux qui étaient avec nous tout à l'heure maintenant, vous savez tout ce que c'est, pour lutter contre les inégalités éducatives. Voilà. Et donc, nous, sur Paris, on est un pôle avec 18 salariés. Il y a maintenant une 60aine de volontaires en service civique et 800 étudiants bénévoles. Voilà. Et en dehors du mentorat, donc, on propose plusieurs types d'engagement. L'engagement de base, qui est vraiment le projet historique de la FEB, c'est le mentorat. Donc le mentorat, le principe, il est assez simple, c'est un étudiant accompagne un enfant 2 heures par semaine à son domicile, un jeune qui habite dans les quartiers politiques de la ville. Ensuite, on a plein d'autres projets. On en a un autre qui peut-être vous intéressera l'année prochaine, je ne sais pas, qui s'appelle le CAPS. Donc le CAPS, ce sont les colocations à projets solidaires. Vous pouvez en parler autour de vous, je ne sais pas, vous avez peut-être des amis que ça peut intéresser. Le principe, c'est qu'on propose des logements en colocation, donc c'est des logements qui sont soit dans des résidences Crous, soit dans des logements sociaux, donc à tarif assez modéré, à des étudiants, mais les étudiants s'engagent dans un projet de quartier qu'ils gèrent avec leur colocation 5 heures par semaine. Et ensuite, on a plein de projets en lien avec les établissements scolaires. Je vous passe les détails parce qu'il y en a plein, donc ce serait assez long. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup. Salut, bonjour tout le monde, bonjour aux échelons qui sont dans la salle. Donc moi je m'appelle Imen Bounou, j'ai 23 ans. Je suis engagée sur la question de l'égalité des chances et de la lutte contre la précarité parce que ça se rejoint et on en parlera après. Depuis 2016 et j'ai commencé avec un engagement à la FEB en service civique, donc comme quoi les planètes s'alignent assez bien. J'ai créé, je pense que vous me connaissez principalement parce que j'ai une plateforme sur les réseaux sociaux depuis 2 ans. J'ai commencé avec Recettes Échelon 7. C'était une plateforme où je partageais des recettes pour les étudiants boursiers, précaires de manière générale. Et je dis ça parce que c'était ma vraie volonté. Je me suis rendu compte, moi je viens du Mans, en Sarthe. Vous allez voir, j'ai un accent un peu sartois qui remonte des fois, je ne comprends pas. Et du coup, mon papa est ouvrier, ma maman est en situation de handicap, donc elle ne travaille pas. J'étais boursière échelon 7, donc je ne sais pas s'il y a des échelons 7 pour de vrai. Voilà. Des gens qui ont été échelon 7, échelon 6. Ah bah ça va pour vous alors. Ok. Même pas un boursier. Moi ici, Bon, je vous explique, c'est normal malheureusement qu'il n'y en ait pas autant. Qu'il y en ait aussi peu. Du coup, boursière échelon 7, je débarque sur Paris et je me rends compte de la difficulté que c'est d'être étudiante, d'être seule, d'être boursière échelon 7 et de tout ce que ça implique, premièrement sur les questions d'alimentation. Donc, j'apprends petit à petit à me faire à manger avec pas grand-chose. Arrivé en master, quand ça va un peu mieux pour moi, je suis en alternance, payée au lance-pierre, parce que alternance M1, 900 €, c'est pas grand-chose. Mais c'est toujours mieux qu'un stage, toujours mieux que la bourse. Je me dis que c'est peut-être le moment, maintenant que j'ai moins de charge mentale, de partager ce que j'ai pu apprendre, de mes difficultés. Et donc, je crée Recettes Échelon 7. Ça cartonne, c'est suivi par pas mal de gens. Je crois qu'au max, il y aura eu 146 000 personnes, donc c'est plutôt beaucoup, sur Insta et sur Facebook.
Et puis en fait, de fil en aiguille, je me rends compte en m'inspirant de ma propre vie, je grimpe, je monte, je suis plus en alternance, maintenant je travaille, et puis je me rends compte qu'en fait, ces difficultés-là, quand tu es pauvre, elles te suivent à l'école évidemment, donc très très tôt, mais elles te suivent aussi dans le monde du travail, parce que quand tu dois trouver un stage, eh bien, t'as personne en fait à qui dire excuse-moi, je cherche un stage, est-ce que tu connais machin, personne autour de toi peut t'aider. Tu fais ton CV toute seule, personne ne peut le regarder pour te dire si c'est ok, sauf tes profs qui sont débordés, donc évidemment tu ne demandes pas. Bref, tu te rends compte que c'est énormément de solitude, et c'est pour répondre à ce problème-là que moi-même j'ai vécu, que j'ai créé Grimpe. En tout cas ça a été une transformation de recettes écheloncettes. Il y a eu une part où j'ai appelé le compte le ministère des 8 mètres carrés. C'était pendant la crise sanitaire, parce qu'en fait Vidal ça va rien. Je me suis dit bon, je vais être ministre, tu sais quoi, de prendre sa place. Et du coup, j'ai créé, où là, on était plus en mode gestion de crise, je partageais les distributions alimentaires, enfin bref. Et du coup, Grimpe ça s'inscrit dans cette dynamique-là de donner les clés, d'outiller, de faire gagner du temps aux gens, parce que je sais comment on en perd quand on n'a pas les codes, quand on n'a pas les cartes, quand on n'a pas même les gens, enfin quand on n'est pas, quand on est précaire et boursier. Voilà, ça c'est mon engagement sur Instagram. Je fais d'autres choses dans la vie, je travaille. Je travaille dans une ONG et puis voilà, je pense qu'au niveau des présentations, on est bon, je suis très contente d'être là, vraiment. Merci. Donc, merci beaucoup pour ces présentations. Alors maintenant, on peut commencer par aborder le premier sujet de cette table ronde. Donc dans un premier temps, on va se pencher sur les dysfonctionnements qui existent au sein du système scolaire. Bon, vous en avez déjà un peu parlé, on va en parler un peu plus en détail. Donc autrement dit, selon vous, quels sont les points faibles et les défauts qui existent actuellement au sein du système scolaire que vous aimeriez du coup dénoncer durant cette table ronde? Je sais pas si c'est nécessaire. Vous nous entendez? Je t'en prie, allez-y. Ok, alors, bon, nous, la FEV, on est quand même une association complémentaire de l'éducation nationale, donc on est très conscient de tous les défauts qu'est l'éducation nationale, mais en même temps, on travaille très bien avec eux, donc c'est quand même important de le dire, voilà, pour poser les termes du débat et de aussi nous où on parle. Pour parler de ça, je me suis dit qu'on pouvait repartir d'une enquête qui est très connue, dont vous entendez souvent tous parler, qui est l'enquête PISA. Et il y a un élément de cette enquête qui est intéressant, enfin un élément en particulier qui en tout cas nous à FEV nous interpelle particulièrement, c'est une enquête qui concerne 79 pays. Donc c'est quand même un très très large échantillon et c'est 6300 élèves qui sont interrogés. Et que dit cette enquête? C'est que la France est le pays qui reproduit le plus les inégalités, et le pays dans lequel, au sein duquel le système éducatif reproduit le plus les inégalités sociales. Sur 79 pays, la France, c'est les plus mauvais. Voilà. Donc on voit tout de suite qu'il y a un gros problème. Ce qu'on peut vous dire aussi là-dessus, j'avais pas trop envie de balancer plein de chiffres, mais quand même quelques chiffres importants. Les élèves de milieux défavorisés ont 5 fois plus de risques d'être en difficulté scolaire que les autres. Et en plus de ça, donc, non seulement ils ont plus de risques d'être en difficulté scolaire, mais même ceux qui sont très bons, en fait, sur l'enquête PISA, là, ils disaient que sur les 2% de très très bons qu'ils avaient là, dans les milieux défavorisés, même ceux-là ne se projetaient pas sur des études supérieures. Donc c'est important, parce que non seulement ils ont des difficultés sociales qui sont amplifiées par l'éducation nationale, on va revenir dessus après, mais en plus, même ceux qui s'en sortent bien ont une autocensure telle qu'en plus de ça, ils n'osent pas aller, ne serait-ce qu'à l'université. On ne parle pas des grandes écoles, on parle vraiment même de la fac. Voilà. Donc, sur comment l'école amplifie ces inégalités, après j'ai trouvé un petit schéma qui est très très bien fait, qui explique très bien les choses. Ça vient d'une étude de 2016 du CNESCO qui explique comment l'école fabrique les inégalités. Donc c'est quand même assez intéressant. Et que nous dit le CNESCO? Le CNESCO nous dit, ok, donc au départ il y a les inégalités sociales, très bien. Ces inégalités sociales, à l'école, elles se traduisent par une inégalité de traitement. Alors pourquoi elles se traduisent par une inégalité de traitement? Parce que les populations pauvres en France, qui ont, en dehors d'être pauvres, en fait, elles ont d'autres difficultés, c'est-à-dire
on débarque en France, on parle pas très bien français. Peut-être ma maman, elle a des horaires décalés, par exemple, parce qu'elle est femme de ménage. Donc non seulement elle est seule, mais en plus elle est femme de ménage. Donc en fait, je la croise pas, parce que les femmes de ménage, elles travaillent tôt le matin et puis tard le soir. Donc il n'y a personne à l'école, il n'y a personne à la maison pour m'aider à faire mes devoirs. Donc tout ça mis ensemble, on a donc des élèves qui arrivent avec toutes leurs difficultés, qui n'ont pas un temps de scolarité, un temps d'école ou un temps qui leur est dédié plus important que les autres élèves. Donc en réalité, ils ont moins d'heures de cours, parce qu'il y a toute une partie du temps de classe qui est dédiée à la prise en charge de tous ces problèmes sociaux, tout ce qui va avec. Il y a aussi un climat scolaire qui peut être très 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 dégradé. Donc on a une inégalité de traitement de ces élèves. Donc qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a ces inégalités de traitement, on a en fait les écarts de niveau qui se creusent. Donc les établissements bons sont de plus en plus bons, et puis les élèves qui sont dans des établissements difficiles, l'écart entre les bons et les mauvais, en gros, ils se creusent, ils se creusent, ils se creusent. Parallèlement à ça, dans les bons établissements, on a en plus de ça des élèves qui ont la chance de pouvoir bénéficier de cours particuliers, qui leur sont souvent payés par les parents. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas dans les familles populaires, puisque les parents n'ont pas du tout d'argent pour faire payer ces cours particuliers. Donc tout ça engendre des inégalités de résultats, évidemment, qui sont très fortes. Inégalités de résultats qui, petit à petit, se traduisent par des orientations, du coup, contraintes. C'est un très gros sujet. On a des élèves qui sont pas très bons, qui n'ont pas super confiance en eux, mais qui en fait seraient quand même assez bons peut-être pour aller, par exemple, en bac général, avec des profs qui se disent pas peut-être qu'en fait ils pourraient aller en bac général, mais qui d'office leur disent toi en fait on va te mettre en bac pro, donc ça peut être très bien les bacs pro, mais il faut que ce soit choisi, et il y a quand même beaucoup d'élèves qui s'y retrouvent alors qu'ils n'ont pas choisi, parce qu'on leur a pas dit qu'ils pouvaient faire autre chose que ça. Donc du coup des inégalités d'orientation qui sont très grandes. À partir du moment où on se retrouve sur un choix d'orientation qu'on n'a pas choisi, on décroche. Voilà. Et donc c'est là où on se retrouve avec les régiments de décrocheurs des lycées pro, où il y en a quand même vraiment beaucoup. En lycée pro, tous les jeunes dont on entend parler qui décrochent, c'est généralement qu'ils n'ont pas choisi d'être là. Voilà. Et donc à la fin, on a une inégalité de diplômes, bien entendu. Il y a quand même des diplômes qui valent mieux que d'autres quand on a quand même la chance d'en avoir un, parce que ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur notre petit jeu de cartes, c'est qu'il y a quand même 100 000 jeunes par an qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme. Donc une inégalité de diplôme, et ensuite une inégalité d'insertion dans la société, dans le travail. Et donc à la fin, une inégalité sociale qui s'est complètement creusée avec des élites qui se reproduisent et des classes populaires qui se reproduisent aussi. Bon voilà, donc ça c'est le schéma un peu global. Après, nous ce qu'on voit à la FEV au quotidien, c'est qu'en fait il y a quand même aussi beaucoup de profs qui au quotidien se battent et font vraiment ce qu'ils peuvent. Donc c'est important de le dire aussi, parce que le problème à l'éducation nationale, il est plus structurel qu'individuel en fait. Par exemple, un prof qui se retrouve avec dans sa classe un tiers des élèves qui ne savent pas trop parler français et qui en plus ont tous des langues différentes. Je sais pas moi, 5 élèves qui sont venus en disant moi j'ai pas pris de petit déjeuner, donc en fait j'ai super faim, donc ils peuvent pas se concentrer. Et un qui vient le voir en disant ma mère m'a foutu dehors, j'ai dormi dehors cette nuit. Mais en fait le prof, même s'il est bien de bonne volonté, il peut pas faire grand chose. Et donc voilà, donc il y a aussi un vrai manque de moyens quand même sur ces établissements là, sur lesquels il y a des vrais gros problèmes auxquels en fait l'établissement n'a pas les moyens de se confronter. Voilà. Et il y a aussi je pense un manque de formation de certains profs, parce que accompagner des élèves qui ont des difficultés, en fait, ça s'apprend. Et c'est pas des choses qu'on apprend pour devenir prof. Voilà. Donc c'est la merde. Vraiment, pardon. donc c'est compliqué. Moi, pour le coup, j'ai les études évidemment, mais j'ai aussi ma propre histoire et ce que j'ai vu pour matérialiser un petit peu ce qu'elle vient d'expliquer. Au collège, moi j'étais dans un collège de ZEP, ça s'appelait ZEP+, à l'époque on dirait plus, c'est les quartiers de zone prioritaire, au Mans, le Mans c'est à 2 heures de Paris, le Mans c'est une ville très classe, très bourgeoise, très François Fillon et puis très pauvre d'un côté. Donc moi en ZEP on était tous très pauvres, je m'en suis rendu compte très tard qu'on l'était, vraiment je matérialisais pas ça parce qu'en fait moi j'avais des profs qui faisaient des ateliers vidéo, on avait des professionnels qui venaient, on avait le mec du conseil départemental qui nous faisait des conférences sur son métier, on avait bref on avait vraiment un corps éducatif qui était hyper présent. Maintenant ce que je vois, 15 ans après, peut-être pas parce que j'ai 23 ans, mais des années après, c'est qu'en fait moi je suis là,
mais je suis la seule. Je suis la seule qui est allée en master à Paris. Quand j'étais petite, j'ai beaucoup souffert d'avoir personne autour de moi qui avait... En fait, je me retrouvais nulle part. Moi, je voulais pas faire comme ma voisine, travailler dans la pharmacie de mon quartier. Je voulais pas faire, même si c'est des métiers qui évidemment sont évidemment tout honorables, mais en tout cas, c'était pas ce que je voulais, quoi. Et je voulais pas subir le panel de métiers qu'on me proposait et qui me plaisait pas. Je suis passée, et je veux dire que c'est par mon travail que j'y suis arrivée, mais j'y suis arrivée aussi par hasard. Et c'est tant que ça tiendra au hasard, la réussite, qu'il y aura un problème. Moi, c'est le hasard d'avoir croisé un prof de technologie au collège qui était incroyable et qui m'a parlé tout de suite de la com en me disant toi tu racontes tout le temps ta vie, c'est fait pour toi. J'avais 13 ans, je me disais la communication c'est bien, tu fais que de parler, j'adore. Du coup j'ai gardé ça en tête. J'ai eu la chance, le moment où j'ai décroché en seconde au lycée, je vis en fait au collège ça va quand tu vois, t'as une bonne note, tu passes, au lycée c'est pas ça du tout. Donc j'arrive en général et je décroche complet parce que je vis hyper mal la situation de me retrouver. En fait, j'avais l'impression que j'étais au bout parce que vraiment je connaissais personne qui était allé plus loin, quoi. Et je me disais, merde, en fait, qu'est-ce qui se passe après, je fais quoi? Et j'ai mal vécu, je me suis dit, bah, je vais me boycotter, en fait, je vais m'auto-saboter. Et ça, c'est. Enfin, je ne vais pas faire le laïus sur le syndrome de l'imposteur, mais le syndrome de l'imposteur, c'est grosso modo quand ta place, tu la trouves pas, quand tu te reconnais pas, quand tu te sens pas légitime, tu t'auto-sabotes parce que tu te dis les gens à un moment donné vont se rendre compte, donc autant me gâcher moi-même. Donc c'est ce qui se passe et j'ai des profs qui me sauvent la vie. Et en fait ça va se répéter à plusieurs reprises. Et à l'université, je croise une affiche qui parle du service civique. À l'époque c'était pas hyper connu. Par hasard, encore une fois, je fais un service civique. Service civique qui, pendant tout mon parcours professionnel, a été vraiment... moi j'avais pas vraiment d'expérience pro, je m'étais débrouillée, je faisais pas mal d'associatifs. Mais ça a été la première vraie expérience sur mon CV et c'est ce qui m'a servi. Donc tant que ça tiendra au hasard d'une rencontre, au hasard de trouver une affiche comme ça dans un couloir, au hasard de trouver une chaîne YouTube comme ça d'une meuf qui parle d'Erasmus, moi c'est ce qui m'est arrivé, moi je comprenais pas, arriver à la fac, tout le monde me dit arriver en master, pardon, ouais je fais 3 mois à Londres, je fais 6 mois à Montréal et tout, je me dis merde je suis pas partie là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais à la Sorbonne, j'étais à l'IAE Paris-Sorbonne, donc c'est l'école de commerce de la Sorbonne, donc seule boursière, j'arrive et je me dis merde putain j'ai loupé une info quoi. Et en fait je découvre Erasmus et puis les programmes de comment ça s'appelle, EF là. EF et tout, mais je découvre ça super tard et puis après c'est trop tard parce qu'en fait j'ai l'alternance et moi je fais partie de ceux qui ne peuvent pas ne pas travailler parce que si je travaille pas, j'ai pas de loyer, pas de payer. Si j'ai pas de loyer qui est payé, le Crous me tape sur les doigts et dégage. Donc en fait, je me suis rendu compte, et maintenant que je vois et que je suis arrivée à la fin de mon parcours scolaire, qu'en fait ça a tenu quasiment que au hasard, et c'est pour ça, c'est parce que j'ai eu la chance que moi je suis là. J'aurais aimé vous dire que c'était que par mon travail, mais au collège je voyais des gens qui travaillent bien plus que moi et qui n'y sont pas. Donc c'est ça, les inégalités scolaires, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de méritocratie. Je suis désolée s'il y a des gens qui croient à la méritocratie. Ouais, c'est peut-être du coup, bon, ok, je ne vais pas vous juger. Oubliez ce que je viens de vous dire tout de suite. La méritocratie, est-ce qu'il y a des gens qui y croient ici? Levez la main. Ah bah trop bien. Il n'est pas osé, je vois. En fait, je ne vous aurais pas jugé. Mais c'est vrai que tant que la réussite ne tiendra pas qu'au travail, on ne pourra pas dire qu'on est dans un système méritocratique. Enfin bref, c'est bien, vous avez tout. Donc voilà, pour moi, c'est là où ça pêche. Et du coup, tu subis plein de choses. Tu parles d'orientation suivie, tu as raison. Et puis voilà, mais tu t'en sors, tu fais partie des rares qui s'en sortent. On est 11% à peu près d'enfants d'ouvriers à arriver jusqu'à l'université. Et ça dégringole. Au master, on est de moins en moins. Et en comparaison, des enfants d'ouvriers, il y en a 11% à l'université. Des enfants de cadre, il y en a 33. Donc c'est que ça a pêché quelque part. Et là où ça pêche, c'est souvent notre porte-monnaie pour les raisons que tu as dit juste avant. Donc voilà, mais grâce à des associations, grâce à des assos, grâce à la bonne volonté de certains profs, on passe entre les mailles du filet et puis quand on a la voix, en tout cas moi c'est le message que je porte, quand on peut le faire, et bien on dénonce et on essaye d'agir pour les filles. Et 11% c'est au niveau de la licence 1, si tu ouais. montes à partir de la L3, on est déjà en dessous de 10% et ça continue à descendre le master. D'accord, merci beaucoup pour vos précisions et vos définitions de la situation. Pour faire le lien un petit peu, je vous propose de passer au sujet suivant, qui est notamment ressorti en flèche au moment de la crise sanitaire, la précarité étudiante. En effet, la condition étudiante aujourd'hui cristallise les débats publics sur l'enseignement supérieur.
Alors je me tourne vers vous. Comment on peut définir cette situation? Quels en sont les constats et quels en sont les enjeux? Voilà, du coup, je pense que déjà il y a une mise en exergue assez importante pendant la crise Covid, mais il faut avoir bien en tête que la précarité étudiante elle est structurelle et elle était déjà très forte avant la crise et que c'est juste une aggravation d'une situation déjà existante et que si on veut un peu regarder avec des chiffres et un peu objectiver la situation que vivent les étudiants actuellement avec la crise Covid et de façon plus générale avant la crise Covid, on peut voir que, par exemple, pour définir la pauvreté en France, l'INSEE on considère que c'est ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc je ne sais pas s'il y a des gens qui savent à peu près c'est quoi le seuil de pauvreté en France actuellement, mais le seuil de pauvreté est autour de 1041 €. À l'heure actuelle, l'échelon maximum de bourse, le fameux échelon 7, il est plutôt autour de 567 €. Donc déjà, un étudiant à l'échelon maximum de bourse, il est très clairement en dessous du seuil de pauvreté. Et on parle de précarité parce que normalement, en fait, la précarité, il n'y a pas forcément de définition hyper précise, mais la précarité, c'est en fait à la fois une situation de revenus faibles, de pauvreté, et aussi en fait une question de position sociale. Un étudiant, c'est aussi une classe d'âge à part entière qui est la classe d'âge de la jeunesse, qui en fait, de fait dans la société est plutôt en position précaire par rapport à d'autres classes d'âge. Donc on peut clairement parler de précarité, et pour vous donner les chiffres IPSO d'une enquête qui a été faite post-confinement, c'est 74% des étudiants qui se déclarent en difficulté financière, et on est à 67% des étudiants qui ont dit avoir participé à avoir eu en fait besoin de distribution alimentaire pour s'alimenter pendant la crise Covid, notamment l'année dernière. Donc on est vraiment dans une situation de crise exacerbée autour de 3 points critiques qui sont l'accès à la santé. Il y a un étudiant sur 5 qui en fait renonce aux soins actuellement en France, qui ne se soigne pas. Sur l'accès au logement, le fait de payer son loyer. En plus, dans les villes universitaires, que ce soit Paris, Lyon, Bordeaux, toutes ces villes-là, en fait, les loyers ils explosent, et donc les étudiants sont de plus en plus en difficulté pour réussir à se loger correctement. Et c'était, tu disais, 8 mètres carrés, c'était quoi 18 mètres carrés. C'est un peu mieux. Mais voilà, c'est quand même de plus en plus compliqué pour les étudiants se loger. Et nous, on le voit très concrètement avec le succès qu'a notre programme de colocation solidaire, où c'est un programme où on n'a aucune difficulté à recruter, c'est même plutôt l'inverse. On a trop d'étudiants qui souhaitent en bénéficier par rapport aux capacités qu'on a, parce que c'est trop compliqué de se loger sur Paris quand on est étudiant. C'est-à-dire qu'on ne communique pas, et on a 139 places, on a 1500 dossiers. Sachant que contrairement à la recherche de bénévoles, on ne fly pas, on ne fait rien dans les universités. Justement, parce que on a trop de demandes par rapport à ce qu'on peut faire. Et la dernière chose, c'est l'alimentation. Et donc je pense que ça, vous avez vu notamment ces dernières années, le nombre d'associations étudiantes qui se sont créées sur les distributions alimentaires pour aider les étudiants, parce que juste faire ses courses, c'est plus possible. Et s'alimenter de pâtes matin, midi et soir, à un moment, c'est limité, quoi. Donc en gros, c'est les 3 points critiques qui a mis en exergue. Et pourquoi est-ce qu'on pense que la crise Covid elle a plus fragilisé, en fait? C'est parce que les étudiants étant déjà un profil fragile, en fait. De fait, la crise Covid elle a juste accentué en fait la fragilité des personnes en situation de précarité. Chez les étudiants, c'est aussi tous les étudiants sont concernés bien évidemment, mais c'est aussi beaucoup les femmes qui ont été particulièrement plus fragilisées, les femmes étudiantes et les étudiants internationaux qui sont en fait les profils déjà les plus stigmatisés normalement. Et les raisons qui expliquent pourquoi ça s'est autant accentué, c'est qu'il y a eu la perte des revenus subsidiaires qui sont par exemple liés au salariat étudiant. Mais du coup, il faut se dire que quand même le salariat étudiant c'est la première cause d'échec à l'université. Donc là on est quand même dans une situation où on présente le salariat étudiant comme une solution à la précarité étudiante, qui était déjà en fait une conséquence de la précarité étudiante de l'échec à l'université. Et l'autre chose aussi, c'est l'augmentation des frais d'hygiène. Juste les masques, on a estimé que c'était 230 € par an. Donc en fait, sur un budget étudiant, 230 €, c'est énorme. Donc c'est tout ce qui est en fait le gel hydroalcoolique, les masques et tout. En fait, ça pèse hyper lourd sur le pouvoir d'achat d'un étudiant.
Et la dernière chose, c'est l'augmentation des dépenses en fait, liées à la santé, notamment l'augmentation des fragilités liées aux fragilités psychologiques. Il y a un vrai sujet sur la santé mentale des étudiants qui est lié en fait, à 2 ans de confinement, de cours à distance, d'isolement. Quand tu es un étudiant, par exemple, qui fait tes études pas dans ta ville d'origine, c'est ta première année et tu es dans ta chambre Crous qui fait 10 mètres carrés et dans certaines résidences Crous, il y en a où tu as par exemple ta cuisine dans ton appartement, mais d'autres où du coup tu as les cuisines collectives et les douches collectives encore, forcément ça a un impact assez fort. Mais du coup, ce que je disais, c'est quand même, il faut garder en tête un truc, c'est que ça met juste en exergue et ça accentue une situation qui est vraiment existante. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête, c'est juste regarder l'évolution de la précarité étudiante depuis plusieurs années. En fait, depuis le début des années 2010, on commence à parler de précarité étudiante et c'est à partir de 2016 qu'il y a vraiment un gros travail des organisations étudiantes pour interpeller sur ce terme-là, précarité et pauvreté en fait chez les étudiants. Pour vous dire, entre 2010 et 2020, l'augmentation du coût de la vie pour un étudiant, c'est 27,07%. Donc en fait, on est vraiment une classe d'âge particulièrement touchée en fait, par l'accentuation des inégalités sociales en France. Mais ils ont augmenté la bourse de 2%. Ah oui, pardon. Ça, c'est une information qu'il faut dire. Et la bourse est plus indexée sur l'inflation depuis 2010 aussi. Enfin, c'est une blague, on peut dire que ça sert à rien. Oui, mais par contre, en plus, c'est une réalité, c'est que quand ils nous disent qu'ils augmentent de 2% la bourse, par contre, en fait, depuis 2010, elle n'est plus indexée sur l'inflation. Donc en fait, l'inflation, elle ne compte pas. Sauf que les étudiants, sur leur pouvoir d'achat, l'inflation, forcément, elle existe, que ce soit sur les loyers, sur les frais alimentaires, etc. Et pour se dire, en 2016, il y avait déjà 22,7% des étudiants qui déclaraient avoir des difficultés financières et 47% qui disaient déjà renoncer aux soins de santé. Donc tout soins de santé, ne pas aller voir le médecin. Et la toute dernière chose, c'est qu'avant le Covid, il y avait 2,7 millions d'étudiants qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Il n'y a pas les chiffres qui sont sortis pour maintenant post-Covid, le fait est que ça a augmenté sûrement, mais c'est quand même énorme de dire que 2,7 millions d'étudiants en 2018-2019 étaient déjà sous le seuil de pauvreté et pas avec les moyens et pas avec en fait la moindre aide qui leur permettait de s'en sortir, puisque on a bien vu les bourses à aucun moment elles permettent de passer au-dessus du seuil de pauvreté. C'est pour ça je pense qu'on a un peu loupé le coche. Comme vous l'avez dit, la pauvreté des étudiants elle est systémique, elle est structurelle, c'est parce que leurs parents sont pauvres, c'est parce qu'ils sont orphelins, c'est parce que c'est des étudiants étrangers. Et on a répondu à cette crise avec des mesures qui étaient conjoncturelles, en fait, qui étaient événementielles. C'est parce que c'est la crise sanitaire, donc on va ouvrir le repas à 1 € pour certains, et puis on va donner une prime par-ci par-là. Mais en fait, du coup, la situation post, si on est encore en plein dedans, mais vous m'aurez compris, post-crise, elle est comme avant et pire, puisqu'en fait, on n'a pas répondu à ce qui était déjà là. Et qu'on retire le repas à 1 €. Et qu'on retire le repas à 1 €, et que tu l'as dit, la bourse ne s'aligne pas sur l'inflation. Mais si je dois en tirer un constat positif, moi j'ai été déjà engagée sur les questions de précarité étudiante donc avant la crise sanitaire, donc déjà dans le débat public, et je me suis rendu compte que en fait, je me souviens, je faisais mes premières interviews, je parlais d'échelon 7, je devais faire 15 minutes pour expliquer ce que c'était le Crous, la bourse, c'était pas des sujets qui étaient encore connus de tous, la bourse, les échelons, la précarité de manière générale, et ça, au moins, la crise aura eu le mérite de faire connaître cette situation-là et de déculpabiliser les gens. Parce que moi, je me souviens, je regardais... il y a une période où c'était horrible, limite, moi je trouvais ça hyper violent que tous les jours, tu voyais parce que ça n'apportait rien. Le traitement médiatique de la crise, cette période, à l'hiver dernier, quand on voyait les files d'attente dans les associations comme Copains et tout, je me disais, bon ok, c'est super triste, mais pourquoi c'est là en fait? Et je trouve que c'est ce qui a manqué aussi dans le traitement médiatique, personne s'est véritablement a véritablement pris le temps de comprendre pourquoi, et du coup, on était dans une sorte de... pornographie de souffrance, on cherchait l'étudiant qui souffrait le plus et l'étudiant qui avait le plus faim, et on le filmait, et c'est tout, sans fond, et du coup, ce qui fait qu'on ne retire rien, quoi. Donc, je me dis qu'au moins, ça aura servi à montrer ce que c'est la précarité étudiante. Je pense que des étudiants qui vivaient ces situations-là seuls, qui n'en parlaient pas, parce qu'encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, c'est beaucoup de solitude quand tu es étudiant pauvre, les gens ne te comprennent pas, et je pense que ceux qui se reconnaissent peut-être dans la salle, tu vois, quand toi t'attends le 5 du mois pour ta bourse et que tu vois tout le monde te propose des after-work le 25, les trucs, et que tu dis non et t'as l'air super chiante alors que c'est juste que t'as pas de thunes, les gens ils comprennent pas, quoi. Et du coup je me dis au moins ça a suffi, ça a servi à ce qu'on en parle, et je vois une vraie différence, et je vois des gens qui du coup dénoncent, donc je pense que ça,
dans les débat public, ça a quand même servi. Là-dessus, d'ailleurs, il y a pas mal d'études, c'est Copain notamment, qui ont une asso distribution alimentaire sur Paris, mais il y a aussi Niki, etc., qui en fait montrent que dans beaucoup des étudiants qui, le chiffre des 67 qui ont participé à une distribution alimentaire, en fait, il y en a aussi pas mal qui le faisaient déjà avant, mais juste le cachaient et ne le disaient pas. Et maintenant, il y a moins de honte à le dire, et aussi, il y a beaucoup qui, en fait, avaient envie et galéraient, mais n'osaient pas, parce qu'ils trouvaient ça socialement trop discriminant, enfin, ils avaient l'impression vraiment d'être tombés dans quelque chose d'hyper bas, et qui, du coup, ont plus de facilité à faire appel aux distributions alimentaires, parce qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose de partagé, en fait, par le milieu étudiant. Donc, c'est quand même un gros point positif en termes de visibilisation de la situation et de prise de conscience. Après, du coup, la distribution alimentaire est un peu en train de devenir l'alpha et l'oméga de la politique en direction des étudiants, quoi. C'est ça. Ce qui est quand même questionnant. Ouais, parce que du coup, ce qu'ils font, c'est que en ils plus, subventionnent à la mort. Enfin, Ouais. moi, je me souviens, j'ai souvent des rendez-vous avec des décideurs politiques qui sont trop contents de me dire quoi, j'ai donné 10 000 balles à cet asso, elle a fait X panier alimentaire. Ouais, mais ok, super. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe après, quoi? T'as dans ton champ de compétences les bourses que tu peux donner, les aides sociales, tu peux faire plus en fait et agir systémiquement. Et du coup, ça a un peu été, ils ont soutenu, et tant mieux parce qu'il fallait, parce que les assos, copains que je connais très bien, c'était vraiment des étudiants qui étaient eux aussi en plein dedans. La plupart des étudiants qui faisaient les distributions étaient aussi des bénéficiaires. Donc évidemment qu'il a fallu cette aide, et tant mieux, et c'est bien qu'elle persiste. Mais encore une fois, pour moi, on passe à côté que ça ne traite pas le sujet. C'est pas le monde associatif qui répond. Non, c'est l'État, bien sûr. Donc c'est tout le problème de la réponse que de crise. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc après avoir abordé les lacunes du système éducatif, on va maintenant se pencher sur les éventuelles solutions qui peuvent exister. Pas une solution. Donc comment agir selon vous concrètement pour lutter contre toutes ces violences, si je peux me permettre, sociales? Donc quel est le rôle du gouvernement, des associations, et comment nous on peut agir en fait au quotidien? En vous engageant dans des assos, en faisant du bénévolat, parce que c'est important d'avoir du soutien scolaire, et ça, je pense que vous direz mieux que moi, mais moi j'ai trouvé un truc qui est une des conséquences directes des inégalités et qui va les reproduire, c'est la désinformation. C'est ce que je disais au début, pas connaître toutes les aides sociales. Un Français sur deux ne sait pas les droits auxquels il peut avoir, auxquels il peut prétendre, tellement il y a... Ça avait déjà été sur le site de la CAF, quoi. C'est un truc de ouf. Là, il y a l'histoire des 100 € de bourse. Moi, j'ai même pas voulu mettre le nez dedans. Mais pourtant, je recevais plein de messages. Ouais, explique tout. Je suis désolée, je comprends rien. Parce qu'ils ont. Enfin, c'est Macron qui a dit qu'elle allait avoir une prime exceptionnelle. Puis le Crous, il a 15 000. Du moins, moi, j'ai rien compris. Et du coup, il y a ce sujet-là d'informer les gens. Et c'est sur ça que je m'engage. Et je fais partie d'un collectif qui s'appelle les Différents Leaders. Les Différents Leaders, c'est un collectif qui est un peu une parcelle de l'association Excluant. Et ce qu'on défend, nous, c'est l'égalité des chances, évidemment, et on défend cette idée de créer une journée nationale de l'égalité des chances. Alors, quand ils m'ont dit ça, au départ, je leur disais, ok, super, on va faire des fêtes et tout, à quoi ça va servir? Et en fait, non, c'est vraiment qu'on se pose, que tout le pays, que tous les profs, que dans les entreprises, que dès très tôt, en fait, on se pose et qu'on apprenne aux plus jeunes toutes ces questions d'orientation, les métiers qu'ils peuvent prétendre, qu'on leur aide aussi à mieux se connaître, et que petit à petit, quand on grandit, eh bien, on outille les gens. Parce que, encore une fois, ça ne doit pas tenir au hasard, mais ça doit tenir à... Moi, je refuse, je déteste la phrase « quand on veut, on peut ». Je pense que quand on veut, on ne peut pas forcément, mais quand on veut, quand on a les aides, quand on a l'argent, quand on fait, quand on travaille et quand on sait, ça c'est le combo gagnant. Et c'est sur savoir-là que moi, c'est pour ça que je fais des plateformes sur Instagram où je vulgarise des aides sociales, où je leur dis comment on fait, comment on trouve un stage, comment on contacte les gens, c'est question de réseau, d'insertion pro, parce que je pense que c'est là où ça pêche beaucoup et que c'est une des solutions à mon avis. L'information, effectivement, c'est une des grosses solutions à ça. Moi, juste sur les questions de précarité étudiante, et je reste plus sur les questions sur les inégalités éducatives, je pense qu'il y a il y a un truc un peu général, en fait, on parle d'un problème systémique, donc il y a un moment où il y a un levier qui est comment réduire la précarité, qui est d'avoir des vraies politiques publiques ambitieuses de jeunesse, notamment sur deux points, la question des aides sociales et des bourses. Actuellement, on a un système de bourses qui à la fois
injuste parce que en fait, il y a très peu d'étudiants qui sont concernés et qu'ils excluent par exemple les étudiants internationaux de fait, mais aussi tout un certain... en fait, les critères n'ont pas été revus depuis tellement longtemps qu'il y a beaucoup d'étudiants, de statut d'étudiants en fait, qui ne sont même pas concernés qui ne rentrent pas en fait, dans les systèmes d'attribution des bourses. Il est aussi relativement infantilisant parce qu'il part du principe que c'est le revenu de nos parents qui compte, et donc en fait le revenu de nos parents, quelque part, il ne reflète pas la réalité de notre pouvoir d'achat et de notre revenu. Enfin, moi je suis plus étudiante depuis 2 ans, mais d'étudiants. Et la dernière chose, c'est donc en fait il y a une question de avoir une bourse qui permet aux étudiants d'être au-dessus du seuil de pauvreté et qui permet en fait avec des critères beaucoup plus larges qui permettent à plus d'étudiants d'être concernés. Et il y a la question des logements et de voir comment est-ce qu'il est possible d'avoir en fait sur les villes universitaires en tout cas un encadrement qui puisse être fait par exemple des loyers et en tout cas plus de logements étudiants pour loger des étudiants. Après, il y a la question aussi de comment est-ce qu'on peut vivre cette crise et comment est-ce que, notamment sur la question de l'isolement, du mal-être étudiant, etc., qui ont été des gros sujets sur la crise Covid, comment aussi on peut y répondre. Et là, je pense que je rejoins Iman qui a parlé de l'importance aussi de l'engagement dans la réduction des inégalités et de l'engagement associatif. C'est qu'aussi, l'engagement, c'est une façon de répondre au mal-être, par exemple, que les étudiants ont pu vivre pendant la crise Covid. Nous, on a fait une étude sur nos engagés. Donc entre le 18 et le 31 janvier de l'année dernière, il y a plus de 2000 de nos engagés sur toute la France qui ont répondu pour essayer de voir comment ils vivaient la période et aussi quelle place avait l'engagement étudiant à la FEB dans leur parcours. Et en fait, il y en a 70% qui nous ont répondu que l'engagement les avait aidés à traverser la période. Parce qu'en fait, ça leur permettait de redonner un sens à la période, de se sentir utile et aussi de créer du lien social. Et d'échanger avec des personnes, donc de rompre l'isolement dans lequel ils étaient plongés. Et il y en a aussi un certain nombre qui nous ont dit que c'est en fait l'entraide entre pairs, le fait de s'entraider qui les avait aidés dans la période à supporter en tout cas ce qui se passait et aussi à trouver des vraies réponses à la situation de difficulté dans laquelle ils étaient. Donc je pense que l'engagement dans la réduction des inégalités, l'engagement bénévole, c'est quelque chose qui toujours est fort et important. Et en période de crise, d'autant plus, je pense que le choix de l'entraide et de la solidarité permet en fait à la fois individuellement, dans le sens de redonner du sens à ce qu'on peut vivre, etc. Et plus généralement d'impact. C'est une réponse importante. Après, je pense que c'est très important de s'engager. Et puis, moi, en tant que déléguée territoriale Paris, je peux vous dire, de nous engager à la FEB, évidemment. Cela dit, pour ce qui est de l'éducation, il y a une vraie... on le voit, aujourd'hui, la FEB, on est à l'initiative d'un gros collectif qui s'appelle le collectif Mentorat. Parce qu'on est, nous, convaincus que le mentorat, c'est une vraie réponse aux inégalités éducatives. Parce que ce que n'est pas capable de faire l'éducation nationale, c'est-à-dire de proposer des parcours un peu différenciés et un peu adaptés à chacune, en fait, nous, on peut le faire avec le mentorat. Et donc, il y a aujourd'hui une vraie politique publique du mentorat en France, pour la première fois. Ça fait 1 an que ça existe. C'est un gros plan, ça s'appelle le plan Un jeune, un mentor. Mais c'est aussi la tentation, malgré tout, qui est très 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 tentante pour le gouvernement. De fait, aujourd'hui, il délègue une partie de l'éducation au secteur associatif. Le secteur associatif devenant l'outil, un vrai outil de réponse aux inégalités éducatives. Bon, après, ça peut questionner. Chacun se positionne comme il veut là-dessus, mais en tout cas, aujourd'hui, une des réponses qu'il a apportées, c'est en fait, nous, l'éducation nationale, finalement, il y a tout un tas de choses qu'on n'est pas capable de faire. Dans d'autres pays, ça se fait, mais en France, on n'est pas capable de le faire, donc on délègue ça à un secteur associatif, qui est un secteur associatif solide, professionnel et renforcé. Ouais, je trouve que ça questionne quand même. Mais en tout cas, le mentorat, nous, on est convaincus que c'est quelque chose qui peut vraiment changer à un moment la donne dans le parcours d'un enfant. Voilà. Donc si vous voulez lutter contre les inégalités éducatives, engagez-vous à la FEB. Et vous pouvez aussi avoir un mentor. Et vous pouvez avoir un mentor. Ouais, vous pouvez aussi avoir un mentor. Vous allez voir le collectif mentorat, c'est pas mal d'associations. Franchement, ça aide beaucoup. Moi, j'ai eu une mentor grâce à nos quartiers ont du talent. Le quartier ont du talent. Et encore une fois, par hasard, putain, j'arrive dans un événement, je tombe sur le mec de LQT qui parle du truc et tout.
Je me dis, mais grave, la notation du talent, mais je suis trop d'accord et tout. Et du coup, je vais sur les sites internet, et en fait, je candidate et je trouve une mentor, je trouve une mentor qui est géniale, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, la directrice RSE d'Alstom, donc grosse boîte, Alstom, boîte, comme jamais et elle m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, engagez-vous, mais sachez que s'il y en a qui sentent aussi besoin de se faire aider, il y a des associations qui sont là pour ça. Voilà. Merci pour vos partages. Maintenant, je me tourne vers vous. Il nous reste une dizaine de minutes là, pour la fin de cette table ronde. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à partager à nos intervenantes ou au reste de l'Assemblée? La parole est à vous. Je vous laisse, si quelqu'un a une question ou une remarque, levez la main. Et, oui, Blanche? Oui, vous avez beaucoup parlé du rôle des professeurs. Enfin, souvent, on tombe sur un professeur qui vient nous aider. Est-ce que vous, dans votre engagement, vous travaillez avec des professeurs, vous les formez aussi peut-être pour aider les élèves en difficulté? Nous, on travaille énormément avec les professeurs parce que d'abord, ce sont eux qui identifient les élèves. Donc ça, c'est la première chose. Et en fait, identifier les élèves, pour eux, c'est un vrai boulot. Hein. Ça veut dire regarder très attentivement chacun de leurs élèves. Quand c'est des profs de collège, ils en ont vraiment beaucoup des élèves. C'est ensuite contacter les parents, vérifier avec les parents qui sont OK pour entamer une démarche d'accompagnement. Enfin, donc ça, c'est un peu, on va dire, la modalité de base de travail avec eux. On en a qui viennent former nos bénévoles. C'est plutôt à l'envers, c'est-à-dire qu'on va quand même pas former les profs sur leur travail, quoi. Donc voilà. Mais par contre, on en a qui viennent former nos bénévoles. Et on a ensuite un travail très particulier avec certains profs qui sont profs dans les classes dites UPE2A. Les UPE2A, c'est les classes d'accueil des enfants nouvellement arrivés en France. Donc c'est les enfants qui arrivent en cours d'année, quoi, qui sont immigrés, etc. Et en fait, ces profs-là, on a un travail très fort avec eux souvent. Donc, voilà. On intervient dans leur classe, ils forment nos bénévoles sur l'accompagnement des publics non francophones. Mais après, je pense que sur la dimension un prof dans mon parcours, c'est un peu ce que disait Iman, où c'est de la chance, et puis ça peut pas être vu comme quelque chose qui répond en fait au problème, parce que c'est pas structurel. C'est pas structurel, et que par exemple au collège, un prof, il a quand même entre 130 et 200 élèves en fait, par an. Donc avoir un accompagnement hyper individualisé et un suivi qui permet... par exemple, la super rencontre d'Iman et ses profs de technologie, c'est pas aussi évident à mettre en place. C'est Iman, pas Iman. Non, parce qu'on fait tous l'erreur. Bon, moi, vous le savez. Ben, moi, les profs, ils me suivent sur Insta. Ils me suivent, ils m'envoient des messages et ils servent parfois de certains de mes contenus. Et le prof de techno dont on parlait au collège, qui a vraiment changé ma vie, enfin, c'est bref. Bah, du coup, il avait un atelier radio que je faisais avec lui quand j'étais petite et je vais bientôt venir au collège pour faire être invitée dans leur radio avec les psys et CM proches. Donc voilà, c'était aussi toute cette importance de la transmission. J'espère que je vous aurai transmis et vraiment, on a tous une richesse, donc c'est bien de la fin. Ce que vous avez, vous êtes au CELSA, quoi, c'est genre l'école de ouf, que j'ai découvert très tard. Je l'ai découvert en L3 parce qu'on avait des prépas CELSA. Je me disais, c'est trop bien ce truc, vas-y, je vais m'inscrire. En fait, c'était trop tard. Mais non, mais pour vous dire, en gros, vous êtes au CELSA, donc vous êtes quand même dans une très bonne école. Je pense que vous avez énormément de choses à apporter. Donc, allez les voir, ces associations qui recherchent des énergies fortes. Il y a plein de petits qui ont besoin de croiser des gens comme vous. Faites en sorte que ça ne tienne pas au hasard, quoi. Et donc voilà, c'est ça, un petit message à passer. Peut-être vous pouvez nous expliquer concrètement pour nous, étudiants de CELSA, comment on pourrait s'inscrire dans un programme de mentorat et quel temps ça nous prendrait, comment ça se passe quoi, Pour devenir mentor à la FED, oui, en fait, pour devenir mentor à la FED, d'abord tu t'inscris à une réunion d'information. On peut faire avec toi. Ça dure à peu près 45 minutes et pendant 45 minutes, on te dit beaucoup plus en détail ce qu'est le mentorat. Une fois qu'à l'issue de la réunion d'information, tu confirmes ton envie de t'engager, tu deviens bénévole. Et à partir de ce moment-là, on va te proposer d'abord un circuit de formation. Donc, tu as une formation initiale où on va t'expliquer la posture de base d'un mentor pour que tu puisses être à l'aise quand tu vas rencontrer l'enfant. Ensuite, au fur et à mesure, sur toute l'année, tu auras des formations complémentaires qui ne sont pas obligatoires, mais c'est quand même toujours mieux de les faire, en plus enrichissant. Donc, comment tu accompagnes un enfant maternel, comment tu accompagnes un collégien, etc. Et ensuite, l'enfant qu'on t'oriente. Donc, on t'oriente un enfant qui correspond à la tranche d'âge de l'enfant que tu as envie d'accompagner, parce que c'est sûr qu'accompagner un enfant de 5-6 ans et un collégien de 3e, c'est très différent. Donc, on se débrouille aussi pour trouver l'enfant qui va bien.
Donc l'enfant, tu l'accompagnes à son domicile, quand c'est possible. C'est 2 heures par semaine. C'est sur la durée de l'année scolaire, hors vacances scolaires. L'idéal, c'est sur 2 ans, mais c'est pas forcément possible. Et si c'est pas possible, c'est pas grave. Et voilà. Et ensuite, l'accompagnement lui-même, c'est très très variable. En fait, on a un peu modélisé des types d'accompagnement. C'est-à-dire que les élèves de dernière section maternelle, c'est de l'accompagnement vers la lecture, donc pour consolider l'entrée en CP. Sur des plus grands, ça va être beaucoup de méthodologie. Sur des collégiens, ça peut être beaucoup de travail sur l'orientation, pour justement sortir de cette orientation subie. Donc on a pas mal travaillé, donc on a pas mal parlé pour aller vers une vraie orientation choisie. C'est l'aider à trouver les formations qui l'intéressent, lui faire découvrir des métiers, l'emmener à la cité des métiers, l'emmener à la cité des sciences et de l'industrie. Enfin, ça peut être énormément de choses. Dans le mentorat, tu as aussi... l'idée, c'est d'être dans une vraie relation de confiance avec l'enfant. Donc, c'est pas académia gratuit, quoi. C'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'être dans une relation de confiance et que toi, tu vas apporter plein de choses à cet enfant, mais en fait, cet enfant, il va aussi t'apporter beaucoup de choses. Nous, ce qu'on défend beaucoup à la FEV, c'est que s'engager, certes, c'est donner de ton temps, mais en fait, c'est acquérir beaucoup de compétences pour toi en tant qu'étudiant. Et en fait, tu vas acquérir des compétences en termes de capacité à t'adapter. Tu peux peut-être découvrir des milieux qui ne sont pas du tout le tien, apprendre à transmettre, apprendre à t'organiser. Enfin, il y a tout un panel de compétences qu'on a quantifiées, qu'on a qualifiées de façon assez précise et que tu vas acquérir. Et nous, en fait, à la fin de ton parcours, on va t'expliquer comment valoriser tes compétences. Bon, toi, c'est bien, peut-être t'as pas trop de temps. Mais il y a des étudiants pour lesquels c'est assez utile. Donc c'est important parce que ça va te servir ensuite sur ton CV, ça va te servir après ça pour tes entretiens d'embauche. Mais concrètement, ça te prend 2 heures de ton temps dans la semaine. Ça peut être beaucoup de sorties culturelles, ça peut être... c'est très... Et du coup, pour t'inscrire en réunion d'info, c'est sur un site qui s'appelle Rejoins à FEV. Vous pouvez, ceux qui souhaitent, vous pouvez le faire là directement. Vous allez sur Rejoins à FEV, devenir bénévole. Il y a une case Rejoins à FEV, devenir bénévole. Et vous remplissez le questionnaire. Vous mettez que la ville, vous notez, à un moment, vous demande la ville où vous souhaitez, le département ou la ville, je ne sais plus, où vous souhaitez vous engager, vous mettez Paris. Et là, vous allez pouvoir avoir en fait les dates de réunion d'information que nous on propose. Vous inscrivez sur celle qui vous convient. Là, il reste que des dates. Enfin, du coup, là, ça va être les vacances de Noël, donc il reste que des dates pour la semaine prochaine. Après, dans les vacances de Noël, il n'y a pas de réunion d'information, ça reprendra en janvier. Vous inscrivez sur celle qui vous convient. Vous recevrez du coup un message de confirmation, etc. de notre part derrière. Et surtout, grâce à ça, si aucune date vous convient, mais que vous souhaitez pouvoir être quand même recontacté rapidement, en fait, vous rentrez dans notre base de données. Et donc, nous, après, on peut même vous poser des rendez-vous sur vos créneaux individuels à distance, vraiment pour aller au plus vite. Voilà, donc sur Rejoins à FEV. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va rentrer dans une année électorale là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le sujet des inégalités, il n'est pas franchement abordé pour l'instant par les candidats. Chacune d'entre vous, là, si vous aviez une mesure que vous aimeriez voir portée par un politique, ça serait quoi? Non, parce que vous avez parlé de solutions. En fait, ce qui est très frappant, c'est que quand vous parlez des solutions, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de choses associatives et tout. Et... de politique publique, évidemment. En fait, il y en a tellement, on ne peut pas trop compter sur eux en ce moment. Mais non, encore une fois, je reviens à cette idée de journée nationale de l'égalité des chances. Je pense que ça peut paraître anecdotique comme ça, mais si on l'a fait, c'est 6 millions d'enfants, je crois, chaque année qui auront les bonnes infos tout au long de leur parcours. Je pense que ça peut éviter un certain nombre de ne pas savoir tellement d'ambition à avorter, de talent gâché, de toutes ces choses-là qu'on perd parce qu'on ne sait pas. Donc, ouais, pour moi, ça serait ça. En tout cas, moi, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, cette question de l'égalité des chances et de l'égalité de manière générale. Et vous avez raison, c'est pas du tout dans le débat public en ce moment. J'espère que ça va pas 4 mois, quoi. Donc, j'espère que ça va l'être à un moment donné. Mais ouais, ça serait ça. Alors, moi, j'ai un peu du mal à me prononcer sur une mesure, surtout que, bon, il y a moi, Judith Baudrillard, et il y a moi, AFEV. Pas forcément exactement pareil non plus. Mais disons qu'en tant qu'AFEV, nous, ce qu'on défend, c'est un droit au mentorat, un vrai droit au mentorat. C'est-à-dire que chaque élève en France ait le droit d'être accompagné systématiquement de façon individuelle par un étudiant, par un professionnel, par les tiers qui lui convient. Parce qu'encore une fois, en fait, l'éducation nationale, elle ne sait pas s'adapter
à l'individualité des élèves qu'elle a en moyenne, en fait. Elle ne le fait pas. C'est-à-dire qu'elle a ses élèves, ils doivent tous apprendre la même chose au même moment, en même temps, avec tous le même résultat à la fin de l'année, et en fait ça marche pas. Enfin, un enfant c'est pas comme ça, un enfant ils n'apprennent pas tous à la même vitesse, ils sont pas ouverts à apprendre la même chose au même moment, en fait ça ne fonctionne pas. Donc une façon d'y répondre serait voilà, un bon mentorat. Une autre façon serait une refonte complète de l'éducation nationale enfant. Voilà, avec des pédagogies actives, individualisées. Des logements pour tout le monde, voilà. des gens 45. Mais bon, mettre des logements sociaux ici, à Neuilly. Enfin, voilà. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire. De toute façon, moi, je pense que je m'inscris dans la réponse qu'a fait Judith sur les deux mesures. Et je plus sois la refonte du système éducatif en France. Très bien, merci beaucoup. Encore un grand merci. Très riche et instructif. Je vous laisse suivre Asvita pour vous placer dans le public, puisque la soirée n'est pas encore finie, mais je ne vais pas en dire plus. Je vais appeler Maxence à me rejoindre sur scène et à prendre le relais pour la fameuse surprise de la soirée. Bien. Avant de passer à la suite des événements, je tenais à remercier au nom de tous les élèves ici présents, Imane Bounou et l'association AFEV, pour être venus nous apporter leurs idées, leurs expériences autour de ce problème majeur que sont les inégalités d'éducation. Je pense ici que nous avons tous appris plein de choses et que vous nous avez donné envie de nous battre et de nous engager à notre échelle pour changer les choses. Car oui, nul effort, même le plus petit qui soit, n'est vain dans la lutte contre les inégalités. Il est vrai qu'au CELSA, beaucoup d'entre nous sommes privilégiés. Mais cela n'est pas seulement vrai au CELSA. Ces inégalités se retrouvent dans beaucoup de grandes écoles françaises. Bien sûr, nous avons travaillé dur pour arriver ici. Mais pour la plupart, nous avons reçu de la part de nos parents, de nos proches et de nos amis, de l'aide, de soutien, un appui qui pour nous paraît naturel, mais qui sont en fait de biens précieux et rares. Évidemment, il n'y a rien de mal à ça, et nous devons au contraire en être heureux. Mais cela ne doit pas nous cacher de voir la réalité en face. La réalité, vous venez de l'entendre, elle a été décrite par nos invités. Mais alors, que faire ? Il est vrai que l'ampleur de la tâche peut décourager à première vue. Mais Rome ne s'est pas construit en un jour, et chacun, nous pouvons apporter une petite pierre à la construction d'un système éducatif plus juste, plus égalitaire, et finalement plus humain. Nous, Celsiennes et Celsiens, passionnés par la communication et les relations humaines, que pouvons-nous faire ? Eh bien, mettre au service de ces causes nos talents, nos modestes compétences, mais notre immense enthousiasme pour aider ceux qui aident, pour finalement rendre un peu de cette chance dont nous avons pu profiter. Nous avons tous un peu de temps à donner pour aider une association à faire ses campagnes de communication, ou pour aider un élève en difficulté dans le cadre d'un mentorat. Alors qu'attendons-nous ?
Qu'attendons-nous pour offrir l'opportunité à des élèves en difficulté de fouler la douce moquette du grand amphi du Celsa et de profiter des pastabox du Monoprix de la rue de Villiers, pour pouvoir offrir la chance de parler avec aplomb des concepts de Michel Foucault sans en avoir ouvert le moindre livre, et de profiter de l'ambiance endiablée de Levallois-Perret. Plus sérieusement, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez tous ici un immense pouvoir. Et certains dans cette pièce en ont déjà pris conscience en réalité. Dans l'ombre des hauts murs du Celsa, dans leur environnement naturel que sont les salles 103 et 104, un groupe d'élèves a déjà entamé le combat. Ces petits êtres craintifs et farouches n'ont pas osé dévoiler leur identité ni leur mission jusqu'ici. Certains ont essayé de les attraper, et même de les faire disparaître, mais c'était se méprendre sur leur intelligence diabolique et leur détermination sans faille. Aujourd'hui, devant vous, ils vont enfin sortir de leurs abysses, remonter à la surface et vous révéler qui ils sont. Je vous propose donc de les découvrir au travers de cette courte vidéo. C'est bien. Non, ne fais pas bien le compteur. On peut faire tout sauter. Oui, c'est bon. Mais c'est le compteur qui saute tout seul. Attends, enlève juste celle du côté, c'est déjà bien. On va faire comme ça en espérant que vous voyez. Enlevez ça. C'est le compteur. C'est le début. Ces dernières semaines, il a été au cœur d'un emballement médiatique sans précédent. Jamais dans son histoire, le Celsa n'avait connu une telle ferveur. Terre, stage, com, Michel Foucault, ces mots tant utilisés entre les murs du 77 avenue de Villiers ont un temps été oubliés. Son nom était sur toutes les lèvres. Jean-Michel Poulpe. Et pourtant, personne ne savait réellement qui il était, d'où il venait et quel était son destin. Jean-Michel Poulpe, c'est eux. 30 étudiants d'une classe de CEI qui, un beau jour, eurent à cœur de mettre leurs compétences au service de la société. Une classe riche d'une diversité de talents, de parcours et de personnalités, réunie par hasard après un concours sélectif dans une grande école de communication, et unie aujourd'hui autour d'un projet de classe pour agir en faveur d'une société plus juste, plus égalitaire. Ensemble, ils ont travaillé, chacun apportant sa pierre à l'édifice. Plateforme de marque, identité visuelle, communication interne et communication externe, teasing, événements. En groupe, ils se sont soudés autour d'une cause qui leur tenait à cœur. De leur travail acharné, un emblème s'est dégagé. Celui du poulpe, créature à l'intelligence redoutable et dont les nombreuses tentacules rappellent la polyvalence. De jour en jour, un projet est né, s'est développé et est aujourd'hui prêt à voir le jour. Les CEI et leur mascotte Jean-Michel Poulpe sont heureux de vous présenter
En tant qu'étudiants du CELSA, les enjeux de l'éducation sont pour nous prioritaires dans un monde qui se creuse les inégalités. De nombreuses associations dédiées à cette thématique existent, mais beaucoup peinent à se développer à cause d'un manque ou d'une absence de communication. Conseils, stratégies, réseaux sociaux, nous accompagnerons les associations qui nous solliciteront pour mettre en avant leurs engagements. Nous croyons que nos compétences, nos savoirs et notre regard fait sur la communication participeront à la mise en lumière de ces projets associatifs. Alors n'hésitez pas à visiter notre site, nos réseaux sociaux et à parler de l'agence autour de vous. Merci à tous, j'espère que vous avez été emballés par ce projet. Donc voilà, si vous avez bien compris, nous voulons monter une agence bénévole de communication qui rendra des services donc, à des associations qui œuvrent dans le secteur de l'éducation. Alors comment nous est venue cette idée ou ce projet? C'est dans le cadre d'un cours animé par M. Rivière ici présent. Bravo. De communication corporate, durant lequel nous devions créer une entreprise. Nous avons réfléchi à nos valeurs, parmi lesquelles sont sorties l'excellence et la solidarité. Donc on a réfléchi tous ensemble en classe comment mixer ces deux valeurs. On a pensé à l'excellence du CELSA, l'excellence de la communication qu'on nous apprend ici, et puis la solidarité déjà entre nous, mais surtout envers les autres. Et on a pensé à l'éducation. On a fait le lien entre la communication et l'éducation. On a commencé à faire des recherches, à faire une sorte de grand benchmark. Donc on a tout de suite tombé sur des associations assez développées comme la FEV ou Article 1, voilà, d'autres associations qui ont une vraie communication travaillée, ou même passer à Imen qui a sa page Instagram. Et puis en cherchant dans les fins fonds d'Instagram et dans les fins fonds du web, on est tombé aussi sur des petits projets, des petites associations qui viennent juste de se monter et qui n'ont pas forcément une communication très travaillée, qui n'ont pas forcément soit le temps, parce qu'ils ne sont pas nombreux, donc ils sont investis plus sur les tâches, l'essence même de l'association, ou alors des manques de compétences, simplement des gens qui ne sont pas forcément formés à ça. Et voilà, donc on s'est dit que c'était une bonne idée de monter cette agence. Voilà, je vais remercier notre professeur, M. Rivière, de nous avoir encadrés dans ce projet tout au long des différentes étapes. Voilà, c'est vraiment enrichissant pour chacun, puis ça nous a soudés aussi autour de ce projet. Donc voilà, merci à vous. Pour conclure cette belle soirée, je vous propose tous qu'on se retrouve au Riva, qui est un bar juste à côté, sur la rue, donc vous allez nous suivre. Voilà. Vive Jean-Michel Boucle, vive Sémétis et surtout, vive le CELSA.